Bonjour à toutes et à tous. J'accueille aujourd'hui pour une nouvelle interview Vanessa Audebert-Lasserre, professeure de PS, qui est depuis peu au Canada. Vanessa est aussi sophrologue et formatrice EPS, yoga, apprentissage et bien-être. Merci à toi, Vanessa, d'avoir accepté cette interview et de nous partager aujourd'hui des ressources concrètes tirées de ton expérience. Bonjour à tous, bonjour de Montréal. Pour contextualiser cette interview, nous avons échangé tous les deux la première fois sur le groupe Facebook EPS Mania autour de la relaxation et de la sophrologie. S'en est suivi une longue conversation téléphonique, pratiquement 1h30, il me semble, où on avait échangé sur nos pratiques professionnelles. Et ensuite, je t'ai invité à Nancy en octobre 2020 pour animer un week-end pédagogique dans le cadre de la EPS. Alors, j'ai repris l'intitulé exact, c'était sur les pratiques de bien-être, des outils concrets pour gérer la concentration des élèves et agir sur le climat de classe. Donc, suite à ce week-end très enrichissant pour tous les collègues présents, je me suis dit qu'il serait vraiment intéressant de partager ces outils avec les membres de ma communauté EPS Régal. Donc, voilà pourquoi nous sommes là tous les deux aujourd'hui. Donc, encore merci à toi. Et, Merci également à toi de faire avec, cette interview. avec plaisir. Alors, je te propose une interview en 3 temps. Après t'être présenté, tu vas nous partager donc, dans un premier temps des outils concrets pour gérer la concentration des élèves en cours d'EPS. Dans un deuxième temps, des outils concrets pour gérer cette fois-ci la concentration des élèves en classe. Donc là, ça va aussi concerner les professeurs d'autres matières, les professeurs des écoles ou les profs d'EPS qui pourraient intervenir dans le cadre d'une heure de vie de classe ou de devoirs faits, de l'accompagnement personnalisé. Et on terminera dans une dernière partie sur la mutualisation de ces différents outils, donc d'une manière plus globale au sein d'un établissement scolaire. Est-ce que ce plan te convient pour attaquer cette interview? Parfaitement, Bon, parfaitement. super. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter pour que les collègues ou futurs collègues qui nous regardent puissent mieux te connaître? Donc, je suis Vanessa Audebert-Lasserre, comme tu l'as dit. Je suis professeure de PS depuis 17 ans maintenant. J'ai fait du lycée, j'ai fait du collège et puis depuis peu, je suis à Montréal et je fais de l'école primaire et également de la maternelle. Donc ça, c'est assez utile également. J'apprends pas mal de choses. Je suis sophrologue depuis une dizaine d'années, formatrice en sophrologie dans mon école. Et puis, je suis intervenue dans l'Académie de Versailles en tant que formatrice académique sur l'EPS, notamment en termes de yoga, relaxation, gestion de classe, mais aussi auprès de l'ensemble des collègues sur des problématiques d'apprentissage de gestion de classe et auprès des collègues infirmières de l'Académie de Versailles sur la gestion du stress pour les enseignants et pour les élèves. Donc voilà un peu le cursus ou le curriculum. Avec une nouvelle expérience depuis quelques mois alors, à Montréal, très enrichissante Exact. aussi, je suppose, par Ouais. rapport à l'EPS, avec une vision un Oui. peu différente de la France. Oui, et où l'EPS, en fait, notamment l'école primaire, est enseigné par des enseignants d'EPS spécialistes qu'on appelle, donc comme chez nous, en fait, au secondaire. Donc, c'est la petite particularité. D'accord. Qui est très bien, entre parenthèses. C'est ça. En préambule, Correct. avant de nous partager tes outils concrets pour le cours de PS, tu souhaitais dire quelques mots par rapport aux pratiques de bien-être à l'école qui parfois pourraient être mal interprétées. Oui, cet été, en fait, au mois de juin, on a la Ligue des droits de l'homme qui a effectivement sorti un papier sur la méditation et le yoga, notamment, et dans le cadre scolaire, donc qui alertait sur ces pratiques. Ça avait été repris également par la Miviludes, qui est l'organisme de veille des pratiques sectaires. Et ça a été également repris par EduSchool en août 2021, là. Ce sont juste pour l'instant des alertes, ce ne sont pas des interdictions, mais c'est vrai que du coup, les pratiques de méditation, de yoga et plus généralement de bien-être peuvent questionner quand on les pratique au sein de l'école, sur les questions notamment de laïcité, sur les questions également
d'autonomie en fait des élèves. Donc là, ici, même si moi je suis sophrologue, quand j'interviens dans le cadre scolaire, je n'interviens pas en tant que sophrologue réellement, j'interviens en tant qu'enseignante qui va développer, grâce à des outils pédagogiques, certes inspirés de la sophrologie, sur le développement de compétences des élèves. Par exemple, je vais utiliser des exercices de respiration pour permettre de développer la compétence gérer le stress. Donc, l'idée, c'est pas forcément de dire je fais une pratique de sophrologie, je fais une pratique de méditation, je fais une pratique de yoga. Encore que le yoga, c'est discutable parce qu'en EPS, ça a été introduit dans les APSA, on va dire maintenant au lycée. Mais j'utilise des outils plutôt pour développer des compétences. Donc là, on va parler, nous, de la compétence plutôt concentration. Mais on peut aussi avoir la compétence gestion du stress, on peut avoir la compétence gestion des émotions, on peut avoir la compétence connaissance de soi, utile pour aller développer ensuite le projet professionnel, par exemple. Donc voilà, ça, je voulais insister dessus parce qu'il y a quand même une polémique et une petite tension sur l'école et ses pratiques de bien-être. Donc, si vous les utilisez, pensez à vraiment poser un cadre vraiment clair pour tout le monde. Et ce cadre, toujours en termes de compétences, est référencé dans les textes, parce que dans les textes, ces compétences psychosociales, on a à les développer finalement. Donc là, ça vous met un cadre de travail qui vous permet de justifier ce que vous faites professionnellement. Très bien. Tu fais bien de préciser, c'est vrai que certains élèves ou certains parents d'élèves aussi pourraient s'inquiéter dès qu'on commence à parler de relaxation ou parfois même de méditation si on prononce ce mot. Donc, tu fais bien de repréciser en disant que le prof de PS vraiment utilise des outils au service du développement de compétences, comme tu le disais. Donc, ça, c'est vraiment très important si on résume ce que tu viens de dire. Exact, c'est tout à fait ça. On attaque la première partie avec des outils concrets pour gérer la concentration des élèves en cours d'EPS, puisque nous sommes des profs d'EPS avant tout. Et nous allons aborder donc dans cette partie 2 moments importants du cours d'EPS, à savoir le début et la fin, donc la sortie des vestiaires et ensuite le retour des vestiaires, et aussi un autre moment important, celui où on est amené à transmettre des consignes. Donc, tu voulais vraiment insister sur ces 2 moments importants du cours d'EPS. Oui, si ça a été scindé en 2 parties, c'est parce que ça fait appel quelque part à 2 compétences différentes. La première compétence, début du cours, fin du cours, c'est plutôt une compétence de gestion de classe, où les élèves vont apprendre à réguler leur tension corporelle, à utiliser la respiration pour se calmer, à utiliser un temps, on va dire, au début du cours pour aussi identifier dans quel état ils sont, émotionnel, corporel, respiratoire, on va dire cognitif aussi. Et il y a un deuxième temps qui est une autre compétence. C'est une compétence, en fait, quand on donne les consignes, c'est une compétence de se mettre en situation de concentration, c'est-à-dire en situation de pouvoir comprendre pleinement la consigne qui a été donnée. Donc, c'est pour ça qu'on a scindé les 2 choses. Donc, une compétence plus de gestion de soi, gestion de classe, et une compétence plus d'apprentissage, on va dire. Voilà. Très bien. Donc, on peut démarrer avec la première compétence sur la gestion de classe, gestion de soi. Exact. Donc, sur cette première compétence, déjà, il y a le moment du début du cours. On sait tous que c'est un moment en fait de transition qui n'est pas forcément simple à gérer entre les vestiaires, le début du cours, les élèves qui ne sortent pas du vestiaire en même temps, l'agitation qu'il peut y avoir au début du cours. Donc là, je vais vous proposer 3 outils. Ils ne sont pas forcément à utiliser tels quels. Il y a peut-être un travail didactique ou pédagogique à faire pour que ce soit utilisable dans vos classes. Et ces 3 outils, ce n'est pas forcément faire les 3. Ça peut être un outil, le mieux adapté. L'idée, c'est que ces outils, ensuite, vous les matérialisez. Ça, c'est l'idéal. Donc, je vais vous proposer comment on peut les matérialiser. Matérialiser, ça veut dire utiliser un outil concret, un support. Et la deuxième chose, c'est que quand vous choisissez ou quand vous avez trouvé votre
vos outils qui fonctionnent avec vos classes. Ça peut prendre un petit peu de temps, par exemple le mois de septembre, pour trouver vraiment ce qui fonctionne avec vos classes. L'idée ensuite, c'est de créer une routine avec ça. C'est-à-dire qu'on va toujours faire la même chose. Donc, par exemple, si on prend le début du cours, moi, je peux vous proposer 3 choses qu'il est possible de faire. La première, c'est que les élèves, quand ils sortent des vestiaires, ils puissent prendre leur météo, ce qu'on peut appeler leur météo. Donc, prendre sa météo, c'est quoi? C'est s'asseoir en position plutôt tranquille. Donc, ça serait plutôt les jambes repliées, peut-être les mains sur les genoux. Alors, on n'est pas en posture de méditation avec les doigts comme ça, ce n'est pas du tout l'idée. C'est juste être calme et en position, ce qu'on appelle d'écoute, et d'écoute de soi. Et là, on peut utiliser un petit outil où on va avoir par exemple plusieurs smileys. Et sur cet outil, un petit trombone. Et je vais essayer d'écouter comment je suis dans mon corps et je vais faire naviguer le trombone pour trouver en fait le smiley qui correspond à mon état là maintenant. Est-ce que je suis énervée? Est-ce que je suis plutôt calme? Est-ce que dans mon corps, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir trouver le bon smiley? Alors, pourquoi cet outil est efficace? Parce qu'en fait, quand on prend conscience de son état, tout de suite, déjà, il y a quelque chose qui se passe pour le réguler. Alors que si on n'a pas conscience de son état, on va toujours agir en réaction face aux propositions qui vont nous être données, en réaction aux autres, en réaction au contenu du cours, en réaction à l'enseignant. Voilà, mais ce n'est pas forcément des choses qui sont toujours contrôlées. Donc, je prends juste ce moment pour pouvoir voir où est-ce que j'en suis dans mon corps, dans ma tête, etc. Ça permet tout de suite d'apaiser souvent les choses. Les élèves arrivent en différé du vestiaire. Ils peuvent faire ça en différé, c'est-à-dire qu'ils arrivent, hop, ils prennent leur petite plaquette de météo, ils prennent le temps de s'asseoir, ils voient où ils en sont au niveau de la météo. Donc, ça permet de réguler aussi l'arrivée au fur et à mesure des élèves. Donc, chacun a sa petite plaquette, c'est ça? Exact. Pour que ce soit plus concret, je pense que je vais faire un partage d'écran pour pouvoir voir un peu ce que ça serait cette petite plaquette. Pour illustrer, ce serait parfait. Exact, pour illustrer. Et puis, on va juste revenir dessus après. OK. On voit les smileys, c'est parfait. Parfait. OK. Donc, en fait, là, ce qui est intéressant dans cette proposition, mais après, c'est une proposition qui est très complète. Vous pouvez très bien découper juste les smileys avec les smileys chiffres et puis le global, ou aller carrément dans quelque chose de très détaillé sur quand je suis en smiley vraiment vert éclatant, là, que tout va bien, c'est que j'ai un corps détendu, c'est que c'est plutôt une émotion peut-être de joie, de plaisir, c'est que j'ai envie de sauter, de jouer, de rire, de danser. Entre parenthèses, ça peut être quelque chose aussi qui est très intéressant à utiliser tel quel, très complet. Si vous avez des cycles en fait du champ 5, où on a toutes les activités sur lesquelles il faut réfléchir sur c'est quoi mon ressenti. Donc, ça peut être très bien utilisé aussi pour ces activités-là. Vous pouvez mettre ce que j'appelle moi un trombone. L'idéal, en fait, c'est que cette feuille-là, vous la plastifiez et ensuite, vous avez un trombone et puis l'élève va, en début du cours, placer son trombone sur la météo qu'il pense être celle qui le représente. Et on peut aussi être amené à réguler dans le cours certains comportements d'élèves. Par exemple, un élève qui va être très agité dans le cours, on peut lui dire « Écoute, là, je pense que tu es très agité. Est-ce que tu peux aller prendre une pause, t'asseoir en position d'écoute, reprendre ta plaquette météo et voir où est-ce que tu te situes ?» Et puis, quand tu auras pris une pause, quand ta météo est revenue à quelque chose d'acceptable pour pratiquer en sécurité ou pour pratiquer de manière optimale, tu peux refaire évoluer ton trombone et revenir à l'activité. Donc, ça peut être aussi un outil de régulation. Voilà. Donc, chacun a bien sa plaquette qui pose donc à un endroit juste avant de démarrer le cours de PS. C'est ça, voilà. On peut même, l'avantage quand c'est plastifié, c'est que au crayon Velleda effaçable, on peut en fait écrire le prénom et l'effacer pour le cours d'après. Ça peut être assez, c'est une petite astuce, ça évite d'en faire on va dire 250 sur les 250 enfants. Voilà. On en fait juste 35. On peut même faire, on peut en faire la moitié en fait en divisant le A4 en
Voilà, on en fait 2 sur du A4. Oui. Donc, ça permet voilà, d'être un peu moins au niveau des frais photocopie. Hop. Si on n'a pas envie d'utiliser ça, si vous avez des écrans TNI, ça peut très bien être quelque chose qui est projeté à l'écran au niveau TNI et l'élève va essayer de se situer sans pour autant le matérialiser. Moi, j'aime bien la matérialisation parce que c'est une vraie prise de conscience chez l'élève et en plus, on peut l'utiliser en régulation tout au long du cours, en fait. Donc, et puis toi, tu peux le voir aussi. Le prof peut le voir. Exact. Du coup. Oui. Après, il faut dire à l'élève que ce n'est pas un outil d'évaluation pour le prof. Oui. Donc, l'enseignant peut voir et rentrer dans une discussion avec l'élève, mais l'idée, c'est qu'il ne récupère pas ça et il ne va pas pratiquer une évaluation là-dessus. Parce que là, ça casserait du coup peut-être le lien de confiance. Voilà. Mais effectivement, l'enseignant peut aller voir et peut travailler avec l'élève justement tout au long de son cours, cette météo au quotidien. Donc, ajuster en fonction de vos élèves. Peut-être qu'en 6e, les smileys et quelque chose de général suffit. Oui. Peut-être qu'avec des élèves, avec des ados, quand on commence à rentrer dans l'adolescence, la 4e, 3e, ils ne savent plus du tout comment ça se passe. Ils vont vous dire que tout va bien. Donc, peut-être que là, il faut enrichir le vocabulaire, à utiliser de manière plus détaillée dans le cadre du lycée. Voilà. Donc, on a plein de façons de faire. En faisant le lien, comme tu disais, avec le champ d'apprentissage 5, notamment par exemple avec la musculation par rapport au ressenti, la course de durée, etc. Exact. Et également, ça, vous pouvez le relier au niveau des compétences au collège. Au collège, on n'a pas le champ 5, mais quand même dans les textes, il y a un certain nombre de compétences à développer chez les élèves, des compétences de conscience de soi, des compétences de relation avec les autres, des compétences finalement d'apprentissage. Et en fait, ça peut rentrer complètement dans un outil pratique et dans du contenu qui permet de développer ces compétences. Parce que souvent, on est un peu démunis. On ne sait pas trop. Il faut développer la relation aux autres. Alors, on a des outils dans l'arbitrage, par exemple, dans le fair play, dans tous ces outils-là. Mais là, ça peut apporter une autre dimension, en fait. Voilà, des choses concrètes, des contenus, ce qu'on appelle des contenus, pour vraiment aller travailler ces compétences. Très bien. Merci pour ce premier outil de la météo. Ouais. Est-ce que tu Deuxième outil. Le deuxième. Alors, là, on va rentrer dans, j'ai envie de dire, ce que tout le monde connaît, c'est un outil de respiration. Alors, j'ai choisi en fait un outil de respiration parce que je voulais un peu alerter sur l'utilisation de la respiration. On utilise souvent la respiration ventrale. On dit que pour calmer, pour relâcher, etc., il faut effectivement faire des respirations ventrales. Alors oui, c'est l'idéal, mais ça s'adresse à des gens qui sont quand même très avancés dans la compétence savoir respirer, qui sont capables d'avoir une certaine expertise là-dedans. Et ça demande notamment d'avoir une première expertise qui est l'expertise de relâcher son diaphragme. Si on demande à des gens qui ne savent pas relâcher leur diaphragme de respirer en ventral, ils vont gonfler le ventre, mais ils ne respirent pas réellement en ventral. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pousser leur diaphragme. Donc ça, ce n'est pas forcément un outil peut-être pertinent pour nos élèves si on ne leur apprend pas d'abord à relâcher le diaphragme et à travailler la respiration. Et ça va prendre un certain nombre de temps. Donc, si on va être en gestion de classe, il y a d'autres outils de respiration qui peuvent être beaucoup plus faciles à mettre en place. La respiration, ça fonctionne avec le système nerveux. Donc là, je vous renvoie vers la cohérence cardiaque, une interview que tu avais fait précédemment. Avec Luc Jospin. Exact, oui. Et moi, je vais vous donner d'autres outils. Juste rappeler que la respiration, agir sur le rythme, la fréquence respiratoire, c'est agir sur le système nerveux et sur la fréquence cardiaque. Donc, si je prends le temps de calmer ma respiration, de prendre un rythme plus lent peut-être que ce qui se passe quand les élèves arrivent au début du cours, bien, je vais jouer sur leur système nerveux et je vais quelque part désexciter leur système nerveux. Et donc, ils vont apprendre à calmer leur état, calmer leur tonus. Vous savez très bien que quand ils sont dans les vestiaires, il y a de l'excitation. Et donc, ils sortent, ils sont excités. Moi, j'ai des souvenirs de cours de PS de gymnastique avec mes élèves où ils sortaient et là, il y avait du matériel partout et leur premier réflexe, c'était d'aller sauter sur les barres asymétriques et les poutres. Donc, vous imaginez bien là, le stress de l'enseignant.
Voilà, ça On a monte. tous vécu ça au moins une fois, je pense. Ça, voilà. Donc, moi aussi, je l'ai vécu. Donc, en fait, là, ce qu'on peut leur dire, c'est tu rentres dans la salle, on cadre en disant tu ne touches pas au matériel parce que tu n'es pas en état de faire ça en sécurité. Tu vas utiliser un moment d'abord pour te mettre en tonus plus calme, pour pouvoir écouter les consignes et ensuite pouvoir utiliser le matériel de manière sécuritaire. Donc là, je vous propose un petit outil de respiration. L'idée, c'est d'avoir une respiration régulière, c'est-à-dire inspirer sur 3 temps et souffler sur 3 temps. Souvent, les élèves, quand on leur met soit on va dire de la cohérence cardiaque, soit quand on leur dit de faire un exercice, ils ont de la difficulté parce que souvent, c'est difficile de se connecter à la respiration. Là encore, quand on passe par un outil pédagogique où les élèves vont pouvoir suivre avec le doigt, ils vont en fait ne plus se concentrer sur l'acte de respiration, mais sur suivre avec le doigt. Et du coup, ça leur permet d'être moins en stress par rapport à cette respiration. La respiration, ça peut être anxiogène. Donc là, si vous voulez bien, je vais à nouveau vous partager ce petit outil. Il y en a plein. Et là, moi, c'est l'outil Escargot. C'est vraiment un outil qui est très accessible. Alors, est-ce qu'on voit l'escargot? Oui, on le voit. Très bien. C'est parfait. Donc, vous voyez qu'en fait, l'enfant, là, va mettre le doigt sur inspire. Ensuite, il va compter 1, 2, 3. Donc là, il prend de l'air avec le nez. Et ensuite, il va arriver sur expire avec son doigt. Donc là, ici, qu'il doit souffler, soit par le nez, soit par la bouche. Peu importe. D'accord? C'est celui, en fait, qui est le plus agréable pour lui. Donc, il va souffler sur 1, 2, 3 temps. Inspire, 1, 2, 3. Souffle, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Souffle, 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Expire. L'exercice est terminé. Il n'y a pas besoin forcément de faire énormément de temps d'exercice. Après, on peut individualiser. Peut-être que si moi, je vois que je suis très excitée, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse l'exercice peut-être 3 fois. Si moi, je suis moins excitée, je vais peut-être le faire 1 fois. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va développer l'autonomie des élèves aussi. Donc, soit je peux faire un escargot ou je peux en faire 2 ou 3 si je suis vraiment excité. Ouais, je peux faire 1 fois l'escargot, je peux faire 2 fois l'escargot, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Voilà. Ça peut être. Et ça peut être également, encore une fois, un outil de régulation pendant le temps de cours. Non, là, ça ne va pas, je vois que tu es très excité. Va me faire un escargot et ensuite reviens. Ça permet en fait de ne pas mettre tout de suite de la sanction à l'élève. Et donc, ça permet de travailler avec lui, encore une fois, cette compétence. Tiens, oui, je suis excitée, j'ai besoin de faire quelque chose parce que sinon, je ne me mets pas en sécurité ou sinon, je ne me mets pas en apprentissage optimal. Ça évite la sanction directe, la croix dans le carnet, etc. etc. Exclusion de cours, exact. etc. Voilà. Il y a des choses à faire avant. C'est ça. Mais justement, aussi, une fois qu'on a proposé ça à l'élève, si malgré ça, il n'y arrive pas, c'est peut-être qu'il y a autre chose. Est-ce que c'est lui qui est en volonté de perturber? Est-ce que c'est lui qui ne comprend pas? Il y a autre chose à régler peut-être ailleurs. Et là, effectivement, on va faire appel à un autre professionnel. Donc, ça permet aussi d'échelonner ces sanctions et ça permet aussi d'avoir un climat de classe global qui va être assez serein parce qu'on a une proposition à chaque problématique. Premier degré, on va réguler, on va essayer d'expliquer. Deuxième degré, on fait comprendre que ça vient peut-être du fait que je ne fais pas trop attention à moi, à comment je suis. Donc, on va essayer d'aider à être plus conscient de soi. Et troisième niveau, là, il y a un autre problème qui est ailleurs. On va aller chercher une sanction échelonnée, la discussion avec le PP, avec le CPE, et puis peut-être si ça ne marche pas encore, ça va être les parents, et puis si ça ne marche pas encore, ça va être avec la direction, etc. Donc ça peut être intéressant là, pour les élèves aussi, ça crée un climat qui va être sécuritaire parce qu'on a expliqué les comportements qui n'allaient pas, on a permis de les réguler, on a permis de mettre une échelle de sanction qui était claire, donc les élèves vont se sentir en sécurité. Donc dans le cours, il va y avoir moins de tension aussi. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça va être magique et que vos cours vont se passer merveilleusement, je n'ai pas dit ça, mais c'est à utiliser, à tester. Et à tester, c'est clair. Exact. Oui. Et ça peut être combiné avec la météo aussi. C'est-à-dire, OK, regarde ta météo, elle est où? Ah tiens, elle est dans le rouge.
va me faire un petit escargot là. Il revient après, tu me dis, on en cause. Ou peut-être un peu plus qu'un si on est vraiment dans le rouge. C'est ça. Ce que vous pouvez aussi, c'est si vous avez travaillé des compétences propres à la respiration, par exemple, on peut se dire que à chaque cours de PS, exemple en début d'année, on va se dire, parce qu'après on va pouvoir le réutiliser pendant toute l'année. En début d'année, je consacre 10 minutes de début de cours ou de fin de cours, comme vous le sentez, en fonction aussi des activités que vous avez avec vos élèves, parce que peut-être que dehors c'est moins simple, peut-être que dehors c'est plus simple, mais programmez-vous, disons, dans le premier trimestre, peut-être, 10 minutes où vous allez travailler la compétence respiration, par exemple. Et du coup, avec ça, je vais vous partager après des petites cartes. Il peut y avoir différents exercices qui vont travailler la respiration. Une fois que vous les avez travaillés avec vos élèves, vous allez pouvoir les mettre en place. C'est-à-dire qu'à la place de l'escargot, vous allez avoir un jeu de cartes respiration. Et si l'élève a besoin de se calmer, il va pouvoir aller s'asseoir dans un espace identifié. Il va pouvoir choisir la carte qu'il a déjà travaillée avec vous. Et il va utiliser cette carte pour se réguler et ensuite revenir aux apprentissages. Donc, je vous donne un exemple. Je vais vous partager ça. Hop. Donc là, c'est le troisième outil, c'est ça Alors, ça rentre dans l'outil respiration. Il y aura une dernière catégorie d'outils qui est plus sur les tensions. Ça peut peut-être être plus adapté à certains profils. Là, c'est vraiment dans le cadre de la respiration aussi. Comment est-ce qu'on peut mettre du contenu de cours en début de cours et utiliser cela ensuite pour réguler justement la concentration, la gestion de classe sur toute l'année. En fait, c'est des petites cartes où à chaque cours, on va faire un exercice et ensuite l'élève pourra utiliser les cartes. Vous avez toujours ça avec vous dans vos classes, pourra utiliser les cartes et c'est lui qui choisit la carte qui est le plus approprié. Parce qu'on va avoir, par exemple, le gâteau d'anniversaire, ça utilise de la respiration et de la visualisation. Alors que la respiration profonde avec la main, on peut avoir les yeux ouverts. La respiration de l'étoile, c'est un peu comme l'escargot. Donc, ça utilise différentes choses. Ça peut être de la visualisation, ça peut être de la respiration, on va dire, classique, ça peut être de la respiration avec du corps. Donc, l'élève, il va peut-être être plus à l'aise avec de la visualisation, il va peut-être plus être à l'aise avec les yeux ouverts, il va plus être à l'aise avec un outil, peut-être c'est très sans personnel. outil. Exact. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait de la pédagogie différenciée, quoi, quelque part. Et on rend l'élève autonome parce qu'il a le choix. Ça, c'est pas mal. Et après, en fonction de ses préférences, il va pouvoir choisir telle ou telle carte. Exact. Le dernier outil qui peut être intéressant en début de cours, si vous avez des élèves qui sont vraiment sur la tension, ou par exemple, on a tous vécu en EPS aussi ce dernier cours, les 2 heures de la journée, les 2 dernières heures, où les élèves arrivent dans un état d'excitation, c'est quelque chose. On peut, disons, faire la météo en montrant que là, on est dans un état de tonus important, que dans le corps, c'est tendu. Voilà, on est vraiment, si je peux, voilà, on est par exemple les épaules hautes, on va avoir ici le bras qui est très tendu, ça c'est relâché, ça c'est tendu. On va avoir les poings qui sont serrés. On peut faire un petit exercice qui permet de relâcher les tensions, très simple. Les bras le long du corps, on serre les poings, on monte les épaules, on est très contracté. Voilà. Et ensuite, on souffle en relâchant. Donc, on peut avoir ce petit exercice de début qu'on peut faire 10 fois. Ça peut même être un prélude à l'échauffement. Parce que là, on va travailler de tension au relâchement du corps. Ça permet en fait de relâcher les tensions et aussi de préparer le corps. Donc, ça peut être introduit dans une routine d'échauffement. Ça peut être intéressant, ça. Voilà, parce qu'on décharge au niveau du tonus. Au niveau physiologique, le corps, c'est un peu l'utilisation, c'est ce qu'on appelle Jacobson qui avait trouvé ça. Disons que quand on contracte le ptor à l'extrême, il a une envie, c'est d'aller chercher l'extrême inverse, c'est-à-dire le relâchement. Donc, quand on va mettre une tension importante dans le corps, derrière, quand on relâche, le corps va se relâcher. Et ça va nous amener à un équilibre de tension. Ce qui se passe, c'est que quand nos élèves sont en état corporel de tension important, ils sont incapables d'être en état de concentration, ils sont incapables de rester assis sans bouger. Donc, si on ne leur offre pas ce moment pour se décharger, on ne peut pas leur demander d'être assis, de pratiquer un exercice de respiration, ça ne marchera pas.
Donc, en fonction de comment sont vos élèves, du profil des élèves, du moment peut-être dans la journée, vous pouvez utiliser l'un des outils proposés avant l'autre. Vous pouvez combiner les outils, vous pouvez les utiliser ensuite au fil du cours, en régulation par exemple. Donc là, l'outil, si je vous le répète, on a les bras le long du corps, on peut prendre de l'air avec le nez, on va garder l'air à l'intérieur des poumons, on va serrer les poings, tendre les bras, monter les épaules. Donc là, on a tous les avant-bras et le tronc qui est vraiment contracté. Et ensuite, en soufflant, on va pouvoir relâcher. On peut souffler progressivement. Ça va aller plus profond dans le relâchement. On peut souffler d'un coup sec. Et là, ça va être plus pour des profils d'élèves qui sont peut-être agressifs. L'idée, en fait, c'est d'évacuer la colère. Donc, souffler lentement, c'est plus pour relâcher en profondeur. Souffler d'un coup sec, c'est plus pour lâcher des émotions type agressivité, colère. On peut aussi d'abord lâcher l'agressivité sur les 3 premiers et ensuite en faire, on va dire, entre 3 et 7 autres, où on va souffler de plus en plus lentement et relâcher de plus en plus lentement. Ça, c'est une solution aussi. Donc ça, ce serait plus pour Voilà. les élèves qui sortent du vestiaire, qui sont vraiment très, très excités. Bon, en général, c'est Exact. ce qui arrive la plupart du temps. Après, si on prend l'extrême inverse, qui arrive moins souvent, mais il est 8 heures du matin, les élèves sont un petit peu amorphes, ils arrivent, cette fois-ci c'est plutôt calme, mais il faut les réveiller un petit peu. Est-ce que tu aurais quelque chose à proposer dans ce cas-là? Alors, dans ce cas-là, c'est une très bonne remarque. Puis même, je dirais les ados qui, tout au long de la journée, à partir de 14 ans, là, de 14-16 ans, tout au long de la journée, ils ont un état de motivation et corporel qui est effectivement Un proche du électrocardiogramme zéro. pratiquement plat. C'est ça. Ouais. En fait, on peut utiliser le même exercice que précédemment, là où on tend et où on relâche. Sauf que là, on va faire un exercice dynamique. C'est-à-dire qu'on va faire du pompage d'épaule. C'est simplement monter, descendre les épaules. Sur le même principe, on va prendre de l'air avec le nez, garder l'air. Et là, ici, on va monter et descendre les épaules. Tac. Et là, on va souffler. Quand on a bien pompé, on va souffler d'un coup sec. Voilà. Très simplement, on peut aussi demander aux élèves de souffler plusieurs fois. Voilà. Donc là, plusieurs fois, pas au-delà de 5, parce que sinon, on va faire tourner les têtes. Oui. Voilà. Mais le fait de souffler, d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche dans un premier temps, c'est plus facile. Ça va réveiller le cognitif. Et ensuite, si on le fait avec le corps, ici, ça va réveiller le tonus. Donc, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que jouer sur les positions, c'est intéressant. Par exemple, les élèves arrivent, ils vont s'asseoir, voire limite en position le matin à 8 heures. Là, on va leur demander, vous vous levez et on va réveiller le tonus. Donc là, cet exercice de pompage, mais même avant, on peut faire quelque chose de très simple qu'on a l'habitude de faire, c'est s'étirer, tout simplement. S'étirer avec la respiration, j'inspire, j'étire, je souffle, je relâche. Voilà. Et ensuite, on peut mettre quelque chose de dynamique. Et ça peut être déjà le début de l'échauffement. C'est ça qui est intéressant. Je l'intègre dans la routine de l'échauffement. Donc, ça va dans ce qu'on a l'habitude de faire en EPS. Oui, ça fait vraiment la transition, là, début du cours et début de l'échauffement. Oui, exact. Donc, c'est une routine qui est vraiment facile à mettre en place, là, pour le coup. Bon, merci beaucoup déjà pour tous ces outils. On a déjà de quoi faire. On a des choses à tester avec nos différentes classes. Exact. Et il y a juste un petit dernier point, parce que là, on a beaucoup parlé du début du cours. Vous avez aussi la fin du cours. Oui. Donc, la fin du cours, on peut aussi jouer sur le tonus. Par exemple, on peut jouer sur le fait qu'on peut allonger les élèves. Et à ce moment-là, on peut effectivement reprendre un exercice de respiration. On peut prendre également quelque chose de très simple, c'est-à-dire une musique de la nature très calme. Vous en trouvez très facilement sur YouTube. L'idée, c'est que vous avez le son de la nature derrière, l'eau, le vent, par exemple. Vous pouvez varier aussi les contextes. Une fois, ça va être le vent en forêt, une fois, ça va être l'eau, etc. Il faut faire attention avec l'eau, parce que ça peut être anxiogène pour certains élèves qui sont en phobie de l'eau. Donc, prenez le temps de demander à vos élèves si c'est correct avec eux d'entendre le bruit de l'eau.
Parce que des fois, on peut être phobique avec l'eau, mais aimer quand même le son de l'eau, donc à voir. On va avoir du mal à se détendre si on a une phobie de l'eau et si on entend le bruit de l'eau, effectivement. Exact. Donc l'idée, c'est pas d'aller dans quelque chose, on voit souvent, on va allonger les élèves, on va faire une méditation, on va faire une visualisation, etc. N'allez pas forcément là-dedans. Allez simplement dans le fait que vous changez de posture. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un tonus relâché parce qu'on est en position allongée. Et ensuite, vous mettez ce son, et ce son, vous leur demandez de fermer les yeux et simplement de ne pas bouger le haut du corps, de ne pas bouger le bas du corps, et ensuite de mettre la main sur le ventre et de voir comment ça bouge. C'est simple. Faites pas plus compliqué que ça. Et mettez-le en routine. Si vous êtes dans le gymnase type badminton, etc., ça va peut-être être compliqué pour eux de s'allonger. On peut faire la même chose assis. Assis, position d'écoute, soit les jambes repliées, soit même sur les genoux, les fesses sur les talons. Ça peut être intéressant pour avoir la posture droite du dos aussi. Voilà. Laissez-les trouver une position qui va être agréable pour eux. Par contre, si on est allongé, évitez d'être sur le côté, évitez d'être replié en boule parce que là, le diaphragme, il n'est pas libéré. Donc, du coup, la respiration, ça va être moins sympa. S'ils sont allongés sur le dos, pensez également à leur demander de remonter les genoux si c'est plus agréable pour eux. Parce que des fois, au niveau du dos, quand on a les jambes allongées, si on a une grosse cambrure au niveau des lombaires, ça peut ne pas être agréable et l'élève va bouger, il ne va pas aller dans le relâchement. Voilà. Simplement, si vous faites ça, prévoyez du temps parce que derrière, vos élèves, ils vont être tellement relâchés qu'ils ne vont plus avoir le tonus. Donc, il va falloir quand même avoir un petit moment pour les stimuler avec les exercices qu'on a vus précédemment, que ce soit un étirement, que ce soit une contraction, que ce soit un pompage. Mais prenez le temps de faire ça parce que sinon, il va être complètement dans le gaz. Donc ça, ce n'est pas terrible pour le cours d'après et les apprentissages. Voilà. Encore une fois, juste ma démarche, c'est de vous proposer des choses qui sont vraiment simples. Là, vous voyez, il n'y a pas besoin de dire je fais de la méditation, il n'y a pas besoin de dire je fais un exercice de yoga. Évitez que vos élèves prennent des postures un peu stéréotypées, mettre les mains comme ça. Ça ne sert strictement à rien. On n'est pas là pour faire une pratique culturelle en dehors on va dire, du cours d'EPS, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour imiter une pratique culturelle. Certes, ça va les initier à ces pratiques culturelles autres, ça va développer aussi leur esprit critique sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver à l'extérieur. Est-ce que si on ne me redonne pas l'autonomie de penser mon corps, est-ce qu'on me dit exactement les choses? Si on ne m'explique pas physiologiquement ce qui passe à l'intérieur de moi, oui, tiens, il va falloir que je me pose la question de est-ce que la personne avec qui je travaille à l'extérieur, c'est une personne qui m'apporte de l'autonomie. Donc là, on va développer leur esprit critique aussi, au même titre que ce qui s'est passé sur tout ce qui était cross-fitness, tout ce qui était musculation, etc. C'est la même démarche, la démarche du yoga. C'est donner des outils pour aussi s'apercevoir de est-ce que la personne, elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle me met en autonomie ou au contraire, est-ce qu'elle me met dans la dépendance? Et c'est ça qui fait qu'on est dans une dérive sectaire. Donc, n'allez pas chercher midi à 14h, utilisez ces outils simples. Parlez pas de sophrologie, parlez pas de méditation. Voilà. Cycle yoga, vous pouvez en parler, les textes, ils ont dit qu'on pouvait le faire, surtout en lycée. En collège, ce n'est pas encore le cas. Donc, voilà, soyez prudents par rapport à ça. Oui. On peut parler juste de respiration, de posture, ça, on a le droit. Exactement, de respiration, de posture, de tonus du corps, de sentir son corps, de travailler. Par contre, en EPS, on a un vrai, pour moi, travail à faire sur la perception du tonus de son corps. C'est quoi être tendu? C'est quoi être relâché? Ça fait partie de notre travail. Aujourd'hui, la population, même en télétravail et tout, c'est une vraie problématique. Les gens pensent qu'être comme ça, c'est la norme. Ils ne savent plus ce que c'est qu'un corps relâché, ils ne savent plus ce que c'est qu'un corps tendu. Donc, on va amener nos corps dans l'extrême tension jusqu'à la douleur, donc lombalgie, toutes les douleurs chroniques, les troubles musculo-squelettiques. C'est un vrai problème aujourd'hui. C'est simplement parce qu'on a désappris, on n'a pas appris à sentir que son corps était déjà dans une tension qui n'était pas ce qui est normal ou ce qui est ergonomique pour lui. Donc, je pense qu'on a quelque chose à faire là, avec nos enfants sur les préparer à ça pour qu'ils soient mieux aussi dans l'avenir, qu'ils aient des repères, en fait, qu'ils soient conscients un peu plus de ça. Bon, ça, c'était la petite… C'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
On va enchaîner. C'est vrai que c'est très Ouais, intéressant, mais le temps passe aussi. Est-ce que exact. maintenant, tu peux nous proposer des outils pour se mettre en situation de concentration? Là, on a vu ce qui Oui. se passait au début, fin du cours. Maintenant, si je veux transmettre une consigne, qu'est-ce Alors, que je peux faire à ce moment-là pour que les élèves soient attentifs? donc pour transmettre, une consigne, donc là, on est plutôt, sur, comment je vais optimiser l'apprentissage des élèves. L'idée déjà, c'est que quand on va délivrer la consigne, les élèves, ils doivent être dans une position d'écoute. Donc l'idée, c'est par exemple, on le fait tous, mais c'est de les asseoir. Si on leur a pris la position d'écoute au départ, on peut leur demander de se mettre dans une position d'écoute. Bah, si on est allongé au sol, on ne va pas bien comprendre la consigne parce que son cerveau, il n'est pas dans une position optimale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut, premier point, expliquer ce qu'on va faire. Deuxième point, vous le savez tous, c'est démontrer parce que là, on va toucher le visuel des élèves. Expliquer, on va utiliser l'auditif, on va utiliser l'œil quand on va démontrer, mais souvent, on a le kinesthésique qu'on oublie. Comment est-ce qu'on peut faire pour ça? On peut ensuite demander aux élèves de fermer les yeux et d'essayer de se rappeler de la consigne, soit en voyant la démonstration qu'on a faite, soit en entendant notre voix, c'est-à-dire qu'on se rappelle les consignes via la voix. Donc là, les élèves vont développer des stratégies qui leur sont propres. Ça, c'est la première chose. On demande à un élève, une fois qu'on a fait ça, de réexpliquer. Là, on va percevoir si la consigne qu'on a donnée, elle est explicite. Parce que souvent, le problème, c'est que les élèves, on leur donne une consigne, mais ils comprennent autre chose. Donc, premier problème, est-ce qu'ils ont été en position d'attention? Donc là, s'ils ne sont pas, on les a perdus, ils ne vont pas être à l'écoute de ce qu'on a fait. Donc là, c'est un problème d'attention. Deuxième problème, c'est un problème de compréhension. Est-ce que c'est explicite ou pas? Donc, en fermant les yeux, en essayant de se remémorer, ils peuvent se rendre compte s'ils ont compris ou pas la consigne. Donc, s'ils n'ont pas compris, il faut juste qu'on réexplique ou qu'un de leurs amis, un de leurs camarades leur réexplique. On peut aussi fonctionner comme ça. Et la troisième chose, c'est aussi je ferme les yeux et je me sens en train de faire l'exercice. Par exemple, le dégager en badminton. Alors là, peut-être que les élèves ne vont pas forcément être assis, il y aura peut-être aussi une phase debout. Comment est-ce que le dégager, on va l'expliquer, on va le montrer. Mais dans ce qu'on va montrer, on va aussi donner des consignes sensorielles aux élèves. C'est par exemple la position de la raquette. Il faut qu'elle touche le dos, ici. C'est par exemple le son du volant quand on touche, le son de la raquette, le bruit de la raquette. L'élève, lui, va pouvoir imaginer dans sa tête, je suis en train de faire un dégagé. Est-ce que sans le faire, comme si je le faisais, je peux sentir que ma main va toucher mon dos? Je peux sentir ici que c'est mon coude, ça part de mon coude. Est-ce que je peux sentir, est-ce que je peux entendre que ma raquette, il y a du son, dans l'air, en fait, elle scinde l'air, là, ça fait un son. L'impact avec le volant, ça fait quoi? Est-ce que je peux voir la trajectoire de mon volant ensuite dans le dégagé? Donc, il y a une phase là comme ça où on va utiliser la visualisation en fait pour que l'élève comprenne bien le geste technique qu'on a à faire. Ensuite, on peut lui faire les yeux ouverts, le geste, tac. Voilà. Et ensuite, on peut lui faire comme s'il était en train de le faire. C'est-à-dire que là, il va fermer les yeux, donc plutôt assis, fermer les yeux. Il ne va pas faire le geste, mais il va se sentir faire le geste. Et là, en fait, il est montré en imagerie mentale que le cerveau, quand on fait comme si, il développe en fait un programme moteur exactement comme quand il fait. Donc ça peut être, je pense, très intéressant à développer avec nos élèves quand on a des gestes techniques. Donc, première chose, quand on met en place une consigne, premier point, la position d'attention. Cette position d'attention, si on voit que les élèves ont été très agités, par exemple, ils étaient dans un exercice, position d'attention, on peut faire un petit exercice de respiration qu'on a vu avec eux en début du cours pour calmer le tonus, ça c'est possible. Deuxième point, explicitation de la consigne. Si c'est un exercice simple, qu'ils ont compris la consigne, on peut les mettre en place. Si vous expliquez un geste technique, on peut utiliser cet exercice de visualisation pour optimiser le programme moteur. Voilà, ça c'est un petit outil qu'on peut mettre en place. Peut être intéressant aussi. Ok, Voilà. très bien. Ah, merci. On peut passer à la deuxième partie ou tu veux Exact. encore ajouter des choses sur la première? Non, c'est bon? Bah, tu Non, je pourrais, pense hein, que je là, suppose, mais oui, tu as été... voilà. Mais je pense que là, ça permet d'avoir encore un outil supplémentaire
de le placer, du coup, cet outil plus au service des apprentissages, d'expliquer aussi aux collègues que cette histoire de visualisation, ça s'explique très bien par les neurosciences aujourd'hui, par l'imagerie mentale. Mmh. Et en plus, dans les études STAPS, on a déjà étudié, nous, ça aussi, Mmh. utiliser la visualisation, utiliser l'imagerie mentale, c'est des choses qu'on a déjà vues. Et en fait, effectivement, en sophrologie, on l'utilise, mais on l'utilise aussi en imagerie mentale. On l'utilise aussi quand on fait la préparation mentale pour les sportifs. Ce sont des choses qu'on utilise déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique qui sort là comme ça du chapeau. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser au service des apprentissages de nos élèves en EPS. Ouais, bien sûr. On passe à la deuxième partie, Vanessa. Ouais. On quitte le cadre du cours de PS maintenant et on rentre plus dans une salle de classe, hein, dans un établissement scolaire, hein, collège et lycée professionnel. Quel outil le prof, hein, alors pas forcément d'EPS, là, peut utiliser pour gérer la concentration des élèves en classe. Même si je pense, hein, parmi les outils que tu as déjà proposés, on peut en réutiliser certains, hein. Je pense à l'escargot ou les cartes de respiration. Je pense qu'ils sont tout à fait utilisables aussi dans une salle de classe. Exact. Les 4 outils, la météo, la respiration, pareil, les cartes peuvent être travaillées. Je prends un exemple de vie de classe. Vous pouvez travailler, en fait, à chaque vie de classe, une carte. Ça permet aux élèves ensuite de le réutiliser dans d'autres cadres. Alors, ça suppose ça qu'il y a une cohésion d'équipe, parce que si vous faites ça avec vos élèves, que vous leur apprenez ça, et que ensuite vous leur dites, bah, c'est à vous ensuite d'être autonome dans le champ de la classe, vous l'utilisez quand vous en avez besoin ou à l'extérieur, mais que votre collègue il comprend pas que l'élève prend une pause pour faire sa respiration, ça va être compliqué. Donc, ça suppose vraiment un travail d'équipe, un travail collectif pour que ce soit utile. Sinon, il faut cadrer avec l'élève quand est-ce qu'il peut l'utiliser. Bon, ça, c'est possible aussi. Mais donc, on peut utiliser la météo, on peut utiliser les 4 respirations, on peut utiliser la tension au lâchement. Très intéressant parce qu'on peut le faire sur le cadre de la chaise. Je serre simplement mes poignets. Si je ne veux pas que ce soit visible, je n'ai même pas besoin de monter les épaules. Simplement, le fait de serrer les poignets et de relâcher. Si je rentre de ma récréation et qu'il s'est passé quelque chose, que je suis vraiment dans un état de tension, simplement de faire ça, ça va me permettre de décharger ma colère et ensuite d'être à mes apprentissages dans le cours. Donc vraiment réutiliser ces 3 éléments. En classe aussi, réutiliser la visualisation qu'on a faite pour un geste moteur, c'est valable. C'est-à-dire que si je veux être en position d'écoute, il faut que j'ai une certaine posture sur ma chaise. Ça veut dire également que pour être en position d'écoute du cours, la consigne qu'on me donne, si je me la répète dans ma tête avec le tableau, avec la voix du prof, et que je me rends compte qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, ça veut dire que je veux automatiser, lever le doigt pour poser une question. Donc, on peut mettre en place toutes ces routines aussi avec les élèves et ça va participer aux apprentissages également dans les cours. Donc, ça, c'est la première chose. Après, quels sont les territoires dans lesquels on peut le faire ? On peut le faire en vie de classe, on peut le faire sur les devoirs faits. Moi, je sais que j'avais animé des choses sur la concentration sur devoirs faits, mais ça dépend de la politique de l'établissement. On peut faire sur l'accompagnement personnalisé au lycée. On peut faire aussi sur des projets, c'est-à-dire qu'on définit qu'on a envie de faire un projet avec une classe et qu'on prend du temps pour faire ça. Donc, ça peut être des ateliers. On peut faire ça aussi dans le cadre de l'AS, pourquoi pas. On peut faire ça aussi dans le cadre de l'option EPS. Alors maintenant, c'est plus l'option, c'est des enseignements peut-être. Alors, je suis plus là, j'ai plus suivi puisque maintenant je suis à Montréal, mais j'ai plus le terme. Mais Régis, je pense que tu vas pouvoir m'aider. Maintenant, c'est l'enseignant de spécialité, c'est ça, EPS qu'on Bon, peut faire au moi, lycée. je suis au collège aussi, donc je n'ai pas Ah, suivi là forcément les textes de lycée. mais voilà, vous avez quand même des champs qui sont extrêmement ouverts pour pouvoir proposer des choses. Je pensais aussi, quand tu parlais d'heures de vie de classe, etc., l'enseignement pratique interdisciplinaire, hein, les EPI, notamment Exact. au collège, Oui, où on pourrait s'associer aux collègues de SVT, voire même à l'infirmière scolaire. exact. Et notamment, je sais qu'en 5e, les EPI sont sur le fonctionnement du corps, c'est-à-dire le cœur, et sur la respiration. Et donc là, il y a énormément de choses à faire dans des outils simples. Et c'est simplement écouter son cœur, simplement écouter sa respiration, comment ça varie à l'effort, comment ça varie quand je fais un exercice qui permet de diminuer mon système nerveux. Donc là, par exemple, la cohérence cardiaque. Et donc, l'élève voit qu'il peut jouer sur son corps, soit en augmentant son rythme cardiaque par l'exercice physique. Et ça a des conséquences positives sur sa santé.
soit en diminuant son rythme cardiaque, et ça a des conséquences positives sur sa régulation nerveuse, tonus et concentration. Déjà, ça c'est vraiment utile. Là, je voulais, par exemple, par rapport à ça, illustrer par rapport à quelque chose que moi, j'ai proposé en collège. C'était pendant le temps de la pandémie et quand on était dehors, vous savez, quand on était les profs de PS, qu'on devait fonctionner dehors. On s'en souvient, on s'en souvient. On s'en souvient, oui. Notre chef d'établissement nous avait proposé, quand vraiment il faisait très froid, de nous libérer certains cours du début et de fin de journée. Moi, j'avais utilisé ces temps de cours pour pouvoir proposer à mes collègues d'intervenir dans les classes sur le thème de la concentration, c'est-à-dire un atelier pour les élèves en 1 heure pour qu'ils comprennent ce que c'est que savoir se concentrer. Pour ça, j'ai utilisé une méditation de Christophe André. Donc là, on fait attention par rapport à ce que j'ai dit au début, parce qu'effectivement, ça peut faire polémique. Mais en fait, je l'ai utilisé de manière… Une bande sonore de Christophe André. C'est ça. De manière pédagogique. Je vais vous expliquer comment. La première chose, c'est j'ai demandé aux élèves s'ils savaient ce que c'était la concentration. J'ai été très surprise de leur réponse parce qu'ils étaient vraiment avancés sur ce que c'était. C'est-à-dire qu'ils sont capables de me dire c'est faire focus sur des choses. C'est entendre la voix de l'enseignant. C'est ne pas faire de bruit, etc. etc. Donc vraiment, il faut faire appel à leur intelligence parce qu'ils en savent beaucoup. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je leur ai dit, écoutez, je vais vous proposer d'expérimenter quelque chose. Donc, j'avais la bande-son de Christophe André. Cette bande-son, c'est… comment ça s'appelle faire attention à sa respiration. C'est méditation sur la respiration. Voilà. Méditation sur la respiration, ça dure 12 minutes. Donc, on rentre dans les clous. Je leur ai dit, je vais vous proposer un petit exercice. J'ai posé le cadre. Cet exercice, vous n'êtes pas obligé de le faire. Première chose. Vous pouvez le faire. Si vous le faites, ça va vous permettre d'expérimenter dans votre corps, dans votre tête des choses. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ou fermés. Si vous avez les yeux fermés, ça va augmenter l'effet de l'exercice. Vous pouvez, des fois, si vous avez envie d'ouvrir les yeux, les ouvrir, les refermer. Voilà. Mais vous pouvez garder les yeux ouverts si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. C'était la deuxième chose. Troisième chose, si vous ne faites pas l'exercice, il faut quand même porter attention à ce qui est dit dans le texte parce que je vais vous poser des questions à la fin de l'exercice. Et des questions, évidemment, sur la concentration. Une fois que c'est dit, je les lance de l'exercice. Donc, l'exercice, là, la Christophe André, c'est clé en main, de début à la fin. Vous n'avez rien besoin de rajouter. Vous avez un petit gong au début qui permet de commencer l'exercice, un petit gong à la fin qui vous permet de terminer l'exercice. Une fois que l'exercice est terminé, vous pouvez laisser un temps aux élèves parce que là, ils vont avoir besoin de retrouver un tonus proche de la concentration. Vous pouvez là leur dire, OK, on va s'étirer comme si c'était le matin. Là, on va pouvoir faire du pompage des épaules. On va pouvoir aussi se mettre debout et circuler dans la classe pour retrouver un tonus, parce que là, vous êtes dans le gaz, vous êtes comme si vous étiez dans le lit le matin, et ça, ce n'est pas propice aux apprentissages. Certes, on ne peut pas être énervé, mais certes, on ne peut pas être non plus endormi, sinon ça ne marche pas. Une fois qu'ils sont revenus dans une vigilance optimale, je pose 3 questions. Première question, dans la méditation de Christophe André, on vous a demandé de porter votre attention sur quoi? C'était quoi le focus? Ah oui, c'était là. Ils vont me dire que c'était la respiration. C'est effectivement ça. Dans la méditation de Christophe André, on porte attention à sa respiration. Donc, être concentré, c'est avoir un focus sur quelque chose. Comme si on avait un projecteur. Notre attention, c'est un projecteur. Et en fait, se concentrer, c'est mettre ce projecteur attention sur quelque chose de précis. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que vous avez, quand vous avez eu l'exercice, pris conscience de distracteurs, c'est-à-dire des choses qui vous ont perturbé dans votre concentration? C'est-à-dire que votre focus, il a dérivé de la respiration, il est allé sur autre chose. Donc les élèves, ils sont totalement conscients de ça. Même ceux qui n'ont pas fait l'exercice, ils peuvent dire moi, j'ai été déconcentré par le bruit, moi, j'ai été déconcentré par l'extérieur, moi, j'ai été déconcentré par la voix de la personne, moi, j'ai été déconcentré par les idées qui me trottaient dans la tête, j'ai pensé à tel truc à tel moment. OK? Donc, ils sont tout à fait capables. Ça, vous identifiez ce que c'est qu'un distracteur et comment ça se passe quand il y a le distracteur. Hop, le focus, il part ailleurs.
Et la dernière question, mais c'est quand votre focus il était parti ailleurs, est-ce que vous avez réussi à le ramener sur la respiration? Et là, les élèves me disent oui. Quelle stratégie vous avez utilisée? Et là, ils vont définir des stratégies. Et là, la conclusion fatale, quelque part, c'est, et vous voyez, vous savez tous vous concentrer, parce que savoir se concentrer, c'est être capable de gérer ça. C'est être capable de savoir quand est-ce que je suis partie, quand est-ce que mon focus il part ailleurs, et comment le ramener. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable d'être concentré. Donc les élèves, là, ils ont pris conscience vraiment de choses dont ils n'avaient pas conscience avant. Parce qu'avant, c'était si je regarde par la fenêtre, ça veut dire que je suis déconcentrée. Si je lis sur mon bulletin, je suis déconcentrée, ça me donne une mauvaise image de moi-même, mais personne ne m'a jamais expliqué comment ça fonctionnait. Mais en fait, c'est pas que je ne sais pas, c'est juste que je n'avais pas les outils, ou c'est juste que je n'étais pas conscient des outils. Que Donc certains là, élèves pensent que être concentré, c'est être exact. focus pendant 20 minutes, 30 minutes ou même C'est 50 ça, minutes le temps du une cours. heure, Ou 1 heure, oui, c'est ça. c'est ça. C'est de leur dire que même l'adulte, Alors il que n'est pas non. capable de faire ça. Et oui, et qu'en fonction des âges, en fonction de la difficulté de la tâche, en fonction de l'état émotionnel dans lequel je suis, en fonction de ma posture, en fonction de mon sommeil, en fonction de mon activité physique, mais je n'ai pas forcément le même temps d'attention, en tout cas le même temps de focus, et ça varie. Mais ça ne me rend pas moins compétent pour le temps face aux apprentissages. Et quand on a dit ça, on va débloquer aussi des choses qui sont cristallisées sur les élèves qui pensent qu'ils sont en échec, qui pensent qu'ils ne sont pas bons, qui pensent que ça ne sert à rien d'apprendre parce que de toute façon, on les a identifiés comme élèves perturbateurs, élèves non concentrés, élèves non disponibles aux apprentissages, etc., etc. Donc là, il y a vraiment un travail qui, pareil, je pense, peut être très intéressant, en particulier s'il est fait en coopération avec l'équipe éducative. Parce que plus ça va être fait avec les collègues, et plus ça va avoir de la portée pour les élèves. Avec cet exercice, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les élèves, la chose qu'ils disaient, c'est qu'on a envie de dormir. C'est-à-dire qu'avec ça, on s'est aperçu en fait dans mon collège, quand j'y étais, que les élèves de 6e n'avaient pas le temps de sommeil suffisant pour un élève de cet âge-là. Donc, vous avez beau travailler la concentration, il y a 10 000 exercices, effectivement, en méditation, en sophrologie, il y a énormément d'exercices qui permettent de travailler le savoir se concentrer ou l'augmentation de la concentration. C'est le propre de la méditation, d'être meilleur en concentration. Mais comment est-ce qu'on peut être meilleur en concentration si déjà on n'a pas le besoin fondamental du sommeil? Donc, avant de faire ces choses-là, il y a des choses à travailler sur est-ce que j'ai un sommeil suffisant? Ça peut être des très belles thématiques de vie de classe. Un élève qui n'a pas un sommeil suffisant, c'est un élève qui va être agité, c'est un élève qui va être en tension, c'est peut-être un élève qui va être agressif avec les autres. Et là, mais vous aurez beau travailler, il peut être expert en apprentissage de la concentration, ça peut être quelqu'un qui peut être très fort en concentration, mais il ne va peut-être pas pouvoir l'utiliser au quotidien. Donc, il faut essayer de ne pas forcément se tromper de problématique. Donc, l'outil n'est pas forcément la bonne réponse, en fait. Il y a des choses avant qui peuvent être super simples à mettre en place. Vraiment, le travail en concentration, c'est pour des élèves qui vont être experts. Mais avant, il y a peut-être des choses à faire. Si je peux me permettre, j'ai un deuxième outil qu'on avait expérimenté, et c'était là plutôt en lycée. C'était par rapport à la gestion du stress avec des élèves de première S. Je pense que là, on est dans un cliché première S, stress. Voilà, on était vraiment dans l'outil cliché presque. Bon, Mais ça concerne tous les élèves, hein, même ceux qui ne sont pas en filière scientifique. Tout à fait. Mais là, on était vraiment dans première année où il y a des examens, puisqu'à l'époque, il y avait encore le bac de français. Donc, première année des examens, les S qui ont un profil en fait d'exigence par rapport à eux-mêmes, ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Donc, des élèves qui attendent beaucoup aussi de l'école, du résultat scolaire. Et donc, cette notion d'examen. On avait fait un travail coopératif avec l'équipe. On avait décidé que pour cette classe, on avait 1 heure chaque matin, pas 1 heure, mais on avait décidé d'1 heure chaque matin et d'1 heure chaque après-midi. Et sur ces heures-là, systématiquement, en début de cours, on avait un exercice de 5 minutes. Donc, ça pouvait être de la cohérence cardiaque ou du pompage plus de la cohérence cardiaque, ça dépendait. J'avais montré à mes collègues en fait ces exercices. Et l'idée, c'est qu'on avait systématisé ces exercices 2 fois dans la journée sur chaque jour de la semaine. Et ça avait été une routine que les élèves pouvaient utiliser ensuite n'importe quand. Mais l'idée, c'était de mettre en place cette routine. Il avait été montré, parce j'avais la chance d'avoir un collègue qui était en
en master, donc, qui était stagiaire en SVT. Il avait fait son mémoire là-dessus et il avait montré que, alors, ceux qui avaient une anxiété moyenne, il n'y a rien qui changeait. Mais en même temps, c'est normal parce que cette anxiété, il faut bien comprendre qu'elle est normale et qu'elle permet d'être efficace. Mais ceux qui étaient en anxiété de performance problématique, grâce à ça, ils avaient ramené leur niveau d'anxiété dans un niveau qui était normal. Donc, on voit bien qu'il y avait quand même une efficacité à mettre en place des pauses finalement qui permettent aux élèves de réguler leur tonus, de réguler leur système nerveux. Et ça les aide en fait dans leurs apprentissages, dans leur stress, etc. Parce que forcément, un élève stressé, il va moins rentrer dans l'apprentissage aussi. Donc là, on a 2 exemples. Ouais, un sur la concentration, un sur le stress, mais on sait que le stress, ça va jouer sur l'apprentissage aussi, donc sur la concentration aussi. On a 2 exemples qui peuvent être utilisés au collège, au lycée, mais l'exemple du lycée peut être utilisé aussi en troisième, l'exemple de la concentration peut être utilisé en seconde, enfin c'est perméable tout ça, il n'y a pas Oui, bien forcément sûr. J'ai vu que c'était aussi d'âge. utilisé, c'était expérimenté dans les écoles primaires. Je suis tombé là-dessus dernièrement. Alors, pas sur des Absolument. séquences de 5 minutes, là, comme tu disais au lycée pour la cohérence cardiaque, mais sur des séquences de 3 minutes avec des élèves en primaire. C'est expérimenté dans plusieurs académies avec des effets Exact. très bénéfiques Oui. apparemment. Et ce qui est important, en fait, je pense, dans nos contextes, au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est peut-être de réfléchir en équipe et de réfléchir au niveau de l'établissement à proposer en fait régulièrement des pauses à nos élèves parce que déjà, et dans notre société, elle est sursollicitante. Sursollicitante par les activités, sursollicitante par le numérique, sursollicitante parce qu'on n'apprend plus à nos élèves à jouer, à s'ennuyer, etc. Donc, on récupère des élèves qui sont dans cet état-là. Et donc, nous, en cours, et c'est peut-être plus vrai au collège-lycée parce qu'on zappe quelque part d'un cours à l'autre. Donc, on est tout le temps en train d'être en récré, cours, de changer de cours, etc. Donc, nos élèves sont toujours aussi dans cette dynamique active. Euh, Est-ce que l'intérêt, ça ne serait pas de réfléchir en se disant, mais comment est-ce qu'on peut leur demander d'être attentifs? Pour être attentifs, il faut que leur tonus soit à un certain niveau, que leur respiration soit à un certain niveau. Est-ce qu'on n'a pas des choses à mettre en début de cours pour qu'ils puissent être dans cet état-là? Je pense que ça peut se réfléchir à la dimension d'un établissement, comme ça peut être fait sur des pauses lecture dans certains établissements, comme ça peut être fait sur la réflexion du son dans les établissements. Comme ça, on sait que les établissements, c'est bruyant, quoi. Comme ça peut être fait sur l'agressivité du sifflet, sur l'agressivité de la sonnerie de récréation, quoi. Il y a plein de petites réflexions avant de parler d'exercices pratiques pour développer des choses. Voilà, à des petites aisselles, à des petits outils, on peut faire des choses qui vraiment vont être efficaces sur la concentration des élèves, sur le climat de classe aussi, sur la relation que les élèves peuvent être entre eux. Il y a vraiment des choses très simples à faire. Et en école primaire aussi, mais en école primaire, c'est l'enseignant, l'instit, qui va pouvoir lui décider qu'à ce moment-là, on va mettre une pause. Il y a une gestion en fait plus libre quelque part de la matinée ou de l'après-midi. Oui, Il puisqu'il peut mettre des gère pauses seul effectivement. toute la journée avec Exact, la c'est même ça. classe. Oui. Et à l'école primaire, ce qui a été développé, c'est tout le travail de Jean-Philippe Lachaud. Donc là, on a une vision vraiment neurosciences, parce que lui, il est neuroscientifique. Il a développé en fait le programme Atoll, qui est un programme justement on va dire, d'expertise. Il développe l'expertise concentration chez les élèves de primaire. Donc, on peut aller reprendre en fait ces travaux pour aussi les exporter au collège ou même au lycée. Je dirais que au lycée, c'est peut-être d'autres problématiques à travailler, mais en tout cas, au collège, cette problématique peut être vraiment intéressante jusqu'à la classe de seconde même. Allez voir, il y a les petites bulles de l'attention. Il a également fait un mock là-dessus. Donc, il y a des outils très intéressants sur l'explication de la consigne aussi. Voilà. La seule petite chose dans son programme, c'est qu'il a moins d'outils sur le corporel. Donc, nous, en tant qu'enseignants de PS, on peut être force de proposition pour rajouter à ces propositions des choses sur le ressenti, sur le corporel. Voilà. Super. Merci beaucoup pour tout ça. On va peut-être attaquer notre troisième partie, même si tu en as déjà un petit peu parlé. Tu as parlé à plusieurs reprises de coopération avec l'équipe éducative. La troisième partie concernait la mutualisation de ces différents outils au sein d'un établissement scolaire. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Tu en as déjà un peu parlé dans la deuxième partie. Donc là effectivement, j'ai déjà illustré
2 éléments dans la deuxième partie et je vous ai montré que ces éléments, ils sont efficaces et optimales pour les élèves si on a une réflexion d'équipe. Alors, la réflexion d'équipe, ça peut déjà être effectivement la réflexion d'équipe en EPS. On peut, parce que ce n'est pas forcément moi qui aurai les mêmes élèves l'année d'après. Donc, on peut réfléchir dans le cadre de l'EPS des programmes de la continuité, en fait, des cycles, parce qu'on a le cycle en 6e, puis après on a notre cycle. Comment est-ce que ça peut être réfléchi au sein de l'équipe? On peut mutualiser les outils dont on a parlé dans le 1, voire dans le 2. Donc ça peut être intéressant. On peut voir si on peut aussi partager quand on est l'enseignant de PS, il est souvent aussi professeur principal. Donc ça, c'est souvent le cas. Donc on peut aussi partager des outils là-dessus. Ensuite, on peut également partager des outils au niveau de son équipe, de ses équipes d'enseignement. Et puis ensuite, plus globalement, on peut partager des outils en fonction des équipes de niveau ou carrément au sein de l'établissement. Voilà. C'est vrai que ça demande des travaux et ça demande de se mettre autour de la table à un moment donné. Donc, est-ce que ça ne demande pas quelque chose au niveau du chef d'établissement de se dire, là, peut-être qu'on va banaliser une journée, voire 2-3 journées. Nous, ça nous est arrivé, on avait l'équipe de formation REP+, quand j'étais au lycée, qui était venue avec l'équipe REP+, dans l'Académie de Versailles, en fait, qui était venue pour nous faire réfléchir là-dessus. Ça nous avait pris 3 journées pour réfléchir. Nous, c'était comment faciliter la mise au travail des élèves. Donc, c'était le lycée des Mureaux, comment on les met au travail, en fait, comment on développe l'autonomie. Et donc, il y avait eu 3 journées là-dessus. Et ce qui était ressorti, ça avait été vraiment riche. Et derrière, on avait des groupes de travail, en fait, qui avaient pu réfléchir là-dessus. Mais c'est vrai que ça se négocie avec le chef d'établissement et ça se négocie aussi dans des temps de coopération. C'est-à-dire que c'est difficile aussi de demander aux collègues, en plus de leur temps de travail, de rajouter ça, parce que ça demande énormément de temps, de rajouter ça sur leur midi, de rajouter ça sur le temps, etc. Après, je pense qu'il peut y avoir des moyens d'action, il peut y avoir des IMP qui peuvent être déployés là-dessus. Je pense qu'il y a une réflexion de groupe à avoir par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enseignant, ce qui est important, c'est aussi la reconnaissance de notre travail. Et ça fait partie de la reconnaissance de notre travail. Il y a énormément de choses à faire sur l'établissement. On peut aider à avoir un établissement propice à la concentration, propice au climat de classe. Mais ça veut dire que les adultes, ils sont capables de se rencontrer. Ils sont capables de se rencontrer dans des temps qui vont être optimales pour eux, pas en surcharge tout le temps. Donc, effectivement, moi, je crois beaucoup à cette mutualisation, mais je pense effectivement qu'il faut la penser de manière intelligente au niveau des établissements, dans des formations aussi qui peuvent être faites. Donc, développer quelque part ça sur quelque chose d'assez long, parce que ça, c'est notre propre santé, quelque part, en tant que professionnel, qu'on est en train de préserver. Donc, voilà, je pense que ces temps de mutualisation sont très importants. Les outils pédagogiques sont très importants et peuvent être partagés, peuvent être laissés dans les classes, ils peuvent être réutilisés par les autres collègues, ceux que je vous ai partagés, les petites cartes, les météos. Voilà. On peut faire des cartes aussi sur les tensions, s'amuser aussi avec le prof d'art plastique. Est-ce que ce ne sont pas les élèves qui peuvent créer les classes? S'amuser aussi avec le prof de musique. Est-ce qu'on ne peut pas créer une musique avec les élèves? Donc, voilà, il y a plein de petites choses à faire, je pense. Ouais. Mais du coup, Merci ça en va tout cas peut-être pour toutes ces pistes. Ça donne beaucoup amener d'idées. la fin de mon propos. En fait, ça va peut-être amener cette conclusion dont on avait parlé ensemble sur le fait que l'enseignant, lui aussi, il peut utiliser ces outils pour lui-même. Voilà. Je crois que c'est quand même d'actualité. La santé des enseignants, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. J'ai envie de faire ce petit rapprochement peut-être à l'image de la santé mentale des sportifs. Je crois qu'on a une belle illustration quand même sur les Jeux Olympiques avec des sportifs qui ont dénoncé cette notion de comment est-ce que dans mon sport, on prend en compte qui je suis, on prend en compte ma problématique de santé mentale. Je crois que finalement, nous aussi, en termes d'enseignants d'EPS, peut-être qu'on a à prendre conscience de comment je préserve ma santé mentale et ma santé corporelle, parce que je crois que c'est un vrai sujet aussi chez nous, les enseignants de PS. On va peut-être amener à travailler jusqu'à 65, 67 ans pour certains. Comment Très on va faire avec certainement. ça? Donc, tous ces outils-là dont on a parlé, moi, j'invite vraiment les collègues à les tester sur eux. À quand les élèves le font, faites-vous une pause aussi pour vous-même. Utilisez des outils de respiration pour réguler votre tonus.
Utilisez aussi des outils de relâchement, là, ce petit outil des épaules, faites-le à chaque cours si c'est possible pour décharger la tension sur vos épaules. Demandez-vous comment est votre dos, demandez-vous comment sont vos pieds, comment sont vos jambes. Relâchez régulièrement votre corps pour éviter qu'il y ait des cristallisations sur vos épaules. Vous savez, l'épaule qui est malade hein, parce qu'on a été tennisman et que là, il y a un truc qui ne va pas, ou les lombaires, la lombalgie régulière, là, etc. Essayez à chacun de vos cours de vous mettre quelque chose, là, une pause santé, une petite pause régulation, et regardez comment ça se régule en vous, pour votre santé, mais aussi pour la santé de la relation à vos élèves. Parce que quand on arrive tendu, quand on arrive énervé, nous aussi, bah, ça se joue sur la relation pédagogique. Et puis indirectement, on peut transmettre ça avec les élèves. On le sait, des fois, ça cristallise. Avec certaines classes, ça ne marche pas. À certains moments, quand on est plus tendu de nous, on voit que le cours ne se déroule pas forcément comme on veut. Ou à l'inverse, il se déroule très bien parce qu'on a lâché prise. Donc, vous voyez que l'état dans lequel on joue beaucoup en fait sur nos classes et sur l'enseignement qu'on propose. Donc, je vous invite, moi, à être le plus conscient possible. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais ça veut dire que peut-être que ça va amener d'autres réflexions dans l'enseignement que vous pourrez proposer. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Très bien. Ça me fait penser à quelque chose que tu es en train de dire. J'ai lu récemment l'ouvrage du docteur David O'Hare suite à mon interview avec Luc, Oui. parce qu'on en avait parlé, hein, le fameux ouvrage 365 sur la cohérence cardiaque. Et à l'intérieur, il parle du numéro d'urgence émotion. Je pense que ça peut aussi vraiment servir ça à tous les collègues. Et pour lui, c'est le 161, donc 161 à faire une fois. Donc 6 cycles par minute, hein, donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et pendant 1 minute. Et à faire dès qu'on ressent une émotion vive. Alors, il y a eu une prise de tête ou clash avec un élève ou avec une classe entière, ça arrive hein, parfois. Ou alors, quand on est un peu stressé juste avant un moment important, peut-être un rendez-vous qu'on sent un peu tendu avec un parent ou des parents d'élèves. Donc, il préconise, lui, de faire ce 1-6-1 au niveau de la respiration. Hein, encore une fois, on revient dessus et ça permet vraiment de rétablir hein, les deux systèmes antagonistes parasympathiques et sympathiques pour revenir à une neutralité émotionnelle. Exact. Donc, c'était mon petit outil concret, comme tu en as partagé beaucoup, Vanessa, durant cette interview. Donc, je me suis dit, je vais donner le mien aussi suite à ma récente lecture. Si je peux me permettre, juste une petite chose par rapport à ça, si vous êtes vraiment dans une émotion qui vous remue beaucoup, puisque c'est le propre de l'émotion, le fait de faire 5 secondes, ça ne va pas forcément être évident. Donc, si vous n'y arrivez pas au début, ce n'est pas grave, continuez l'exercice. Et justement, quand vous êtes arrivé aux 5 secondes, c'est que votre système est en train de se réguler. Mais vous ne dites pas que ce n'est pas que vous ne réussissez pas l'exercice, c'est juste que votre corps il a besoin de diminuer, de ralentir. Et je trouve que c'est pour ça que c'est important aussi dans les équipes. Moi, quand j'étais en formation, je disais aux enseignants, cultivez, réfléchissez entre vous, cultivez les lieux comme l'amicale, cultivez des lieux dans votre établissement où vous pouvez avoir une pièce calme, silence, où vous pouvez vous ressourcer aussi vous en tant qu'enseignant, partager des choses positives dans votre établissement. C'est des petits riens qui font que quelque part, vous n'êtes pas seul quand vous avez une problématique, vous avez un lieu pour réguler votre problématique et vous avez des gens avec qui la réguler. Et c'est ça qui vous permet aussi d'être à l'équilibre, quoi, quelque part, de retrouver l'équilibre. Parce que des situations compliquées, on en vit tous. Classe compliquée, relation avec l'élève compliquée, fatigue, stress parce que c'est une activité de tension comme l'escalade, par exemple. Ça, c'est notre quotidien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est réguler dans notre quotidien, dans nos journées, ces états de stress qui sont normaux. Voilà. Merci, vraiment un grand merci pour tous ces outils, pour le partage de tous tes conseils. Je ne sais pas combien de Avec temps a plaisir. duré l'interview, mais tu as été bavarde, tu Une as bonne partagé heure. beaucoup de choses. Donc, en tout cas, vraiment un grand merci à toi. Je pense que là, tu as ouvert vraiment beaucoup de portes et tu as donné des pistes vraiment de réflexion, d'action à tous les collègues et futurs collègues, en tout cas. C'est avec grand plaisir. Je te souhaite vraiment une bonne continuation, Vanessa, dans tes différents projets. Je sais que tu en as beaucoup aussi à Montréal. Donc, bonne réussite à toi dans tous ces projets.
Merci, puis bonne continuation à toi. Merci. Et puis un grand merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis sur cette longue interview. Si vous êtes Exactement. arrivés jusqu'au bout, c'est que vraiment, vous étiez motivés. Donc, félicitations à vous. Et à bientôt pour le partage de nouvelles ressources et une nouvelle interview. Allez, au revoir. Au revoir.